Bonjour très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour le tout dernier épisode de notre émission Sagesse, le tout dernier de l'année en tout cas, on vous rassure, puisqu'on aura quand même le grand plaisir de retrouver notre très cher Stéphane Euro en 2017. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Je vais très bien. Alors justement, pour conclure peut-être cette année en beauté, oui. On s'est dit qu'avoir quelques mots de sagesse avec les auditeurs dans ce studio, de laisser peut-être infuser aussi toutes les conversations et tous les messages qu'on peut faire passer à travers cette émission, ça pourrait être un joli cadeau de Noël pour les gens qui nous écoutent. Exactement, et puis j'étais en France, donc depuis un mois j'étais en France, et c'est vrai que j'ai donné pas mal de programmes, j'ai donné des concerts, sagesse, aussi des stages happiness programmes. Et j'ai eu un nombre de personnes considérable, des personnes qui écoutaient l'émission Sagesse et qui venaient me voir en disant « Oh, cette discussion entre vous et Nathalie, ce partage, ces contes, cette sagesse, ces clés de sagesse, et c'est tellement simple qu'on peut vraiment l'aborder et puis vraiment l'appliquer, l'implémenter dans notre vie. Merci. Merci à vous deux. » Donc voilà, je te le partage Nathalie, parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer, puis de mettre des visages aussi derrière les auditeurs, les auditrices. C'était sympathique. Et puis, je sais pas si ça te fait cet effet, mais moi, à chaque fois que je les rencontre, je me dis, mais c'est des gens, ils sont géniaux. Ils sont passionnants, ils font des choses extraordinaires. Et je prends toujours un grand plaisir, en effet, à découvrir les gens qui peuvent nous écouter, qui sont juste chiffrés, nous, parce qu'on voit des chiffres d'audience, donc en soi, ça peut pas dire grand-chose. Mais quand ils viennent à notre rencontre, c'est toujours... je sais pas, ça réchauffe le cœur, ça me comble en tout cas. Donc je rejoins tout à fait tes propos. Exactement. Et une des personnes justement est venue à une soirée sagesse que j'ai organisée, donc en tout cas que une amie Julie Théron a organisée à Nîmes. Et c'était la première soirée sagesse telle qu'on l'a fait à l'émission. Magnifique. Donc si les auditeurs, auditrices ont envie pendant l'année de 2017 d'avoir ces soirées dans leur cité, dans leur ville, dans leur lieu, qu'ils n'hésitent pas, ils peuvent toujours nous contacter et puis on organisera ces soirées sagesse. Alors est-ce que ces soirées sagesse commencent finalement comme nous on a l'habitude de le faire par un conte ? Tout le temps. Tout le temps. En tout cas tout le temps. Cette première édition, ça commençait exactement pareil, par un conte. Et en fin de compte, il y avait un pot, il y avait plusieurs histoires et la soirée s'est construite avec les personnes qui étaient là parce que c'est eux qui tiraient les histoires. Donc la connaissance et la sagesse qui a été partagée, c'était selon à peu près une dizaine d'histoires qui étaient prévues, en tout cas dans le panier, et 2 ont été tirées, c'était sympathique. Donc par peut-être le fruit du hasard, ou si on ne croit pas trop en la notion de hasard. Voilà, avec l'énergie du moment, exactement. Avec les besoins du moment aussi. Alors justement, de quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va entendre qui va nous ravir les oreilles ? Ah, de quoi avons-nous besoin ? Je ne sais pas de quoi avons-nous besoin, mais en tout cas... L'histoire qui m'est venue ce matin, dans le bus en venant à l'émission, c'est celle que je vais te raconter maintenant et que je vais vous raconter maintenant. Alors, c'est un vieux monsieur, il a un petit-fils et il a un âne. Mais pour ce monsieur, le temps est venu de vendre son âne à la ville. Ils partent tous les deux sur les chemins, bon an mal an, à côté de l'âne. En traversant un petit village, il rencontre un groupe de personnes. Tu sais, dans les petits villages, des fois, il y a des personnes qui parlent de tout et de rien, de la pluie, du beau temps. Et là, il y en a un dans le groupe qui regarde ces 2 personnages et à haute voix, il dit « Regardez-moi ces 2 personnages. Ils ont un âne et il n'y en a pas un seul qui a pensé à monter sur l'âne. » Le grand-père, entendant cela, dit « Bah oui, bien sûr, c'est logique, on a quelques kilomètres à faire. » Et il prend le petit-fils, il le met sur l'âne. Il traverse le village, quitte le village, quelques kilomètres plus loin, un autre village. Toujours pareil, il y a un groupe de personnes qui parlent de tout et de rien, de la pluie et du beau temps. Et là, une dame, dans ce groupe, dit « Eh ben, dis donc, le petit-fils, lui, il a toute sa santé, alors que le grand-père, avec la canne, il doit marcher. Non, vraiment. Ce serait le petit-fils qui devrait marcher à côté. Le grand-père devrait être sur l'âne. » Le grand-père, entendant ceci, il dit « Bien sûr. C'est vrai, c'est du bon sens. » Il monte sur l'âne et descend le petit-fils. Ils continuent leur chemin, quittent le village, arrivent dans un autre village, encore un autre groupe
de personne. Et là, il y a un couple qui dit, eh ben, dis donc, ce grand-père, il se prend quand même pour le monarque. Regarde, il prend son petit-fils pour un esclave ou quoi? Le grand-père, là, c'en était trop. Il voulait bien faire, donc, au moins, il se dit, écoute, monte sur l'âne avec moi, nous serons tous les deux, et au moins, on n'aura plus de remarques. Voilà. Il continue, il quitte ce village. Ils arrivent à la traversée d'un autre et dernier village avant la grande ville où ils doivent vendre l'âne. Là, malheureusement, pour ce grand-père, il y avait une association de protection des animaux. Et le leader dit, quoi? 2 sur un âne? Mais c'est inhumain. Et là, le grand-père, il en a marre. Il descend de l'âne, il descend le petit-fils de l'âne, et il commence à porter l'âne. Il porte l'âne, arrivant juste aux abords de la grande ville, il passe une petite passerelle, l'âne prend peur, commence à s'agiter de tous les côtés. Le grand-père n'a pas assez de force pour garder l'âne sur ses épaules. Il le laisse tomber, l'âne tombe à l'eau. Et ce grand-père, au bout du compte, a perdu sa seule richesse, qui était son âne. Bon, alors juste réaction à chaud, comme tout a toujours beaucoup de sens, écoute, ce matin j'étais en pleine réflexion et en discussion, puisque je pense qu'on va aller vers cette thématique-là aujourd'hui, de la critique et du fait de ne jamais pouvoir finalement, lorsqu'on est soi-même, plaire à tout le monde, ou en tout cas contenter tout le monde dans, que ce soit ses actions, dans ses pensées, dans ce que l'on est globalement. Je pense que d'aller vers cette démarche d'affirmation de soi, eh bien c'est en effet créer un clivage avec des gens qui vont être tout à fait d'accord et en harmonie avec ça, et d'autre part des gens qui ne seront jamais d'accord. Est-ce que c'est ce que nous enseigne ce conte? Oui, alors chacun retirera les leçons de ce conte, mais effectivement, une première approche pourrait être prise comme ceci. Nathalie, tu as tout à fait juste, parce qu'en fin de compte, ces contes portent une sagesse qui est juste pour chacun. C'est ça qui est beau. C'est qu'est-ce que je comprends de l'histoire. Et effectivement, et d'un certain côté, j'ai besoin d'en retirer, en fait. Voilà, de quoi j'ai besoin de retirer de cette histoire pour me faire avancer, parce que une fois de plus, ces contes, cette sagesse, c'est pour nous faire grandir, pour nous faire avancer sur le chemin de la connaissance du soi et aussi de la connaissance de l'autre, du respect de soi, du respect de l'autre, de l'écoute de soi, de l'écoute de l'autre, de l'action individuelle, de l'action collective. Tous ces contes, c'est fait pour nous donner du bon sens dans la vie. D'ailleurs, ils ne sont faits que de bon sens. Et si tu observes bien, des fois, quand même, on a tendance à être le ballon de football des opinions des autres. Si on observe bien dans notre vie, il nous arrive de baser nos comportements, ce que nous allons dire, ce que nous n'allons pas dire, ce que nous allons faire, ce que nous n'allons pas faire, sur la base des opinions de l'autre. Que va dire l'autre? Que va penser l'autre, hein? On est dans une société de sondage maintenant. Nos hommes politiques, ils suivent les sondages. Que va dire le sondage? Quelle est l'opinion que je dois donner moi? Donc d'un certain côté, on extrapole le fait d'être nous-mêmes. Mais dans le moment présent, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, je vais prendre un exemple personnel, parce que au tout début de mon chemin spirituel, j'avais 13-14 ans quand je me suis intéressé à la spiritualité. Mais ça, c'est à travers les livres, à travers mes intérêts. Mais vraiment, à 18-19 ans, lorsque je me suis plongé un peu plus dans cette quête, et vraiment à 22-23 ans, lorsque j'ai pris le choix, après mes études, de faire du développement personnel. À l'époque, c'était les stages de développement personnel ou même de méditation, c'était pas si répandu que maintenant. Les livres, on n'en avait pas autant. Et puis surtout, dans les boutiques ou même dans les FNAC, il n'y avait pas de rayon. Toute cette spiritualité, c'était pas si évidente à trouver. Il fallait vraiment une vraie quête. Maintenant, vous allez sur YouTube, vous recevez un email. C'est omniprésent. C'est omniprésent. Sur les affiches, même des assurances, des grandes entreprises, vous avez une personne qui médite, où on parle du bien-être. Tout ça, c'est présent. Mais dans les années 90, 92, 93, quand j'avais 22, 23 ans, on n'avait pas tout ça. Donc il fallait vraiment aller chercher à cette quête. Et quand j'ai rencontré les premiers enseignements qui m'ont fait vraiment
mettre un pied dans cette quête spirituelle, mais vraiment à travers l'expérience et à travers la découverte, à travers l'expérientiel. C'est à travers les enseignements de Lise Bourbeau que d'ailleurs je remercie énormément de m'avoir apporté sur ce chemin de vie, sur ce chemin de spirituel, beaucoup de choses pour me pousser à mieux me connaître. Et j'ai eu le bonheur de partir dans son centre de développement personnel au Québec, dans les Laurentides, lorsqu'elle avait créé son premier centre vraiment physique où les gens pouvaient vivre, apprendre de ses stages, loger sur place, un vrai centre. On appellerait ça un ashram, ça serait pareil. Donc je faisais du service pendant 3 mois et j'étudiais toute cette connaissance de Lise Bourbeau et c'était très intéressant. Mais ça n'avait pas été facile d'y aller. Parce que dans ma famille, c'était pas du tout la dynamique de leur vie. Le développement personnel, qu'est-ce que c'était ? C'était pas vraiment une application quotidienne. Par contre, ma mère très chrétienne, mon père très athée, mais beaucoup d'amour. Une famille qui m'a donné beaucoup d'amour et toutes mes sœurs et frères m'ont donné beaucoup d'amour. Donc le berceau, le terreau, je dirais, était rempli d'amour. Mais quand j'ai fait mon choix de partir, c'était juste avant mon service militaire, parce que à l'époque on devait faire notre service militaire, et je suis parti, j'ai pris cette décision. Alors tout le monde me disait, mais tu t'en vas dans une secte. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Et en plus, c'est loin, le Québec. En plus, il y a ton beau-frère qui t'a trouvé un travail. Tu devrais travailler maintenant, après tes études. Hein ? Toutes les règles qu'on doit imposer. Ouais. Trouver un foyer, se marier, etc. Mais c'était pas la dynamique que je voulais donner à ma vie, et c'était pas surtout ce que je ressentais. Donc pendant un temps, c'était très, je dirais, entre guillemets, chaud. Parce que, effectivement, le regard de ma famille était important. À 22, 23 ans, on a plus tendance à être le ballon de football des opinions des autres qu'à 45, 50 ans, quoique. Des fois, on peut garder cette... non, mais d'un point de vue général, voilà, je pense qu'on peut s'en défaire plus facilement, en effet, avec l'expérience. Voilà. La maturité. Et puis, je fais quand même le choix. Puis il y a mon beau-frère qui m'a dit, de toute façon, s'il arrive quoi que ce soit, on est là pour toi. Donc, à la fin, ils avaient quand même accepté le fait que je parte. Et que tu suives ta voie. Bien sûr, je suis allé passer 3 mois dans ce magnifique centre auprès de Lise Bourbeau. C'était un moment magnifique, c'était un moment ressourçant, c'était un moment de découverte de soi. Mais il a fallu que je laisse tomber tous les préjugés, tout ce qu'on m'imposait de l'extérieur par rapport à leur peur, mais qui cachait de l'amour, tu vois. Il faut pas voir que le côté négatif, c'est qu'il y avait beaucoup d'amour, mais il y avait beaucoup de peur derrière cet amour, beaucoup d'angoisse. Où est-ce qu'il allait ? Il est jeune, qu'est-ce qu'il va faire ? Surtout le développement personnel, c'était pas du tout acquis comme aujourd'hui. Et j'ai fait mon choix, je suis parti, je suis resté 3 mois, une expérience magnifique. Et enfin, après ces 3 mois passés chez Lise Bourbeau, à apprendre à mieux écouter mon corps, parce que c'était vraiment son enseignement qui s'appelle « Écoute ton corps ». Je suis revenu plus fort, plus déterminé, et en fin de compte, je n'ai pas fait mon service militaire. Du moins dans les armes, mais je l'ai fait auprès d'un service civil, auprès d'un centre de gérontologie, à Pasteur, à Poitiers, où j'ai accompagné les personnes en fin de vie pendant 20 mois. Et là... Tu avais cette possibilité ? Oui, j'avais cette possibilité. À l'époque, on avait le droit, il fallait faire une lettre à l'administration en disant que voilà, on refusait de porter les armes. Et, une fois de plus, c'était un choix en conscience, mais par contre, mal vu. Alors, mon père qui avait fait l'armée, que son fils soit objecteur de conscience. Alors, pour la petite histoire, on doublait le temps de service militaire. Hein. On passait de 12 mois à 24 mois. D'accord. Donc, c'était quand même pas rien. C'était un engagement. Mais c'est comme avec service... les impôts, quoi. T'avais... Exactement. T'avais payé le double. Exactement. Et puis, mon père qui avait fait l'armée, alors, son fils qui refuse de porter les armes, c'était encore un choc pour lui. Donc, pareil, faire face à cette autorité et à ce choix de vie qu'il ne comprend pas. Il comprend pas mon choix de vie, il comprend pas cette proportion à aller vers cette spiritualité, à avoir ce désir d'aller découvrir le divin, cette quête du divin, de Dieu. Il la comprenait pas tellement. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Mais au fur et à mesure, j'ai continué ma voie. J'ai continué mon engagement. Et je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, ils ne le comprennent pas. Mais je ne peux pas baser ma vie sur les opinions des autres. Parce que les opinions des autres sont changeantes. Aujourd'hui, Nathalie, on pense telle chose ou telle chose sur toi, agréablement,
ou peut-être désagréable. Mais demain, cette même personne, elle pourra pas penser de toi l'inverse de ce qu'elle pensait la veille. Donc si on base notre vie sur les opinions des autres qui changent constamment, comme les nôtres des fois, mais heureusement. comme des fois, c'est-à-dire que on change. Bien sûr, et c'est ça qui est la beauté. Mais on base notre vie comme sur des sables mouvants. C'est instable. Donc je dirais, il faut faire la part entre notre aspect rationnel, notre esprit rationnel, mais aussi notre esprit intuitif, notre cœur. Qu'est-ce que notre cœur nous dit? Et comment notre cœur va manager avec l'esprit rationnel? Parce que des fois, il y a des conflits entre ces deux-là. La tête dit quelque chose et le cœur dit autre chose. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention que ce soit vraiment une pure intuition que nous avons, une pure décision basée sur l'intuition, mais pas sur l'émotionnel. Parce que des fois, dans nos études, on a rencontré tout ça. Des fois, c'est dur, des fois, c'est intense. Et si on écoutait notre émotionnel en disant qu'on en a marre, l'impulsion, on veut tout balancer. Oui. Et là, c'est beaucoup plus fait par l'impulsion de l'émotion. Là, je parle beaucoup plus de l'esprit, cet aspect intuitif, celui qui nous connecte avec la partie divine en nous. Des appels, en fait. C'est comme voilà. si on avait un coup de fil Exactement. Et qu'on sait qu'il faut absolument répondre. On peut presque ne pas faire autrement. Exactement. Moi, je crois que parfois, l'intuition, elle est aussi très fulgurante. En tout cas, quand on la nourrit et qu'on apprend à lui laisser une place, elle devient de plus en plus précise, et puis d'une personnalité à l'autre. Mais en tout cas, moi, mes intuitions, quand c'est des grandes intuitions de vie, comme tu décris la tienne, c'est fulgurant. Je sais que si je vais pas dans ce sens-là, ça va pas aller pour moi. Et pas dans le sens où la vie va me punir. C'est juste que je vais pas du tout mettre les bonnes chances de mon côté pour être épanouie, heureuse et continuer à avancer. Oui, parce que suivre ma voie. Chacun vient avec un dharma. Vraiment, c'est sa propre nature. Le dharma de la rose, c'est sa forme, c'est sa couleur, c'est son odeur, c'est ses pics. Le jasmin a un autre dharma, une autre odeur, une autre forme. Maintenant, tu peux tremper le jasmin dans du parfum de rose. Pendant peut-être les 3 jours qui vont suivre, ce jasmin va sentir de la rose. Et là, tu vas dire, oh, c'est bizarre. Il sent la rose alors qu'il a une forme de jasmin. C'est quand même bizarre. C'est une bonne métaphore, ça. Oui, c'est une bonne métaphore. Et c'est la différence entre dharma et karma. Ou alors il va sentir mauvais, tout simplement, parce que mélanger les deux odeurs... Exactement. Je sais pas, j'ai jamais tenté. Mais dans l'idée, en effet, quand on essaye d'emprunter l'odeur d'autre chose... Et à un moment donné, c'est ça qui va ressortir. C'est notre vraie saveur, notre vraie expression. Maintenant, il peut y avoir des conflits entre dharma et karma. Le karma, ce sont toutes nos actions qu'on a accumulées. Alors les actions qui sont en cours, les résultantes de nos choix, de nos pensées, de notre vie passée, pour ceux qui croient en la réincarnation. Donc tout ça, il y a différents types de karma. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on avait fait une émission sur le karma et j'invite nos auditeurs, auditrices à réécouter cette émission qui était magnifique sur les karmas. Comme ça, ils pourront en savoir un peu plus. Mais pour revenir à notre histoire, c'est vrai que notre mal-être vient des fois par cette incapacité que nous avons d'écouter la partie la plus sensible, la plus intuitive, celle qui est liée à la partie divine en nous, celle qui est liée à la partie du soi, de la conscience, qui, elle, a une vision plus large de là où on doit aller. Et des fois, nos émotions, nos peurs, nos doutes, alors le doute, il est très intéressant. Tu vois, des fois, il y a des gens qui disent « mais arrête de douter ». Et je leur dis « mais pourquoi il faudrait arrêter de douter ? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez contrôler vos pensées ?» C'est pareil, on a du mal à contrôler nos paroles, nos pensées, et des fois on aimerait contrôler les paroles et les pensées des autres. Alors ça, c'est encore plus intéressant. Parce qu'on contrôle pas les nôtres, surtout. Exactement, et des fois on voudrait même contrôler les pensées de notre chien et de notre chat. On est fort quand même, on est fort, alors qu'on n'est même pas capable de contrôler nos propres pensées et nos propres paroles. Donc, des fois, le doute, je dis non, si le doute vient, c'est qu'il y a une raison. Mais maintenant, est-ce que nous avons reconnu la nature du doute ? Qu'est-ce que la nature du doute ? Si tu observes, Nathalie, et si nos auditeurs, auditrices observent aussi, ils verront qu'à un certain côté, on doute toujours de ce qui est positif pour nous. On touche toujours du positif. Par exemple,
tu vas douter de l'honnêteté de quelqu'un. Jamais de sa malhonnêteté. Tu vas douter du fait que oh, je suis bien aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que ça cache? Hein? Mais mon mari est particulièrement gentil. Vraiment? Qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Mais si quelqu'un arrive avec une bonne colère, une agressivité, vous la prenez pour acquis. Et vous pensez qu'elle est tournée contre vous. Mais vous n'allez pas, oh tiens. Est-ce qu'il est vraiment en colère aujourd'hui? Tiens, est-ce qu'il est vraiment frustré aujourd'hui? On doute de nos capacités à faire des choses. Rarement de notre incapacité à faire des choses. Donc si on sait reconnaître que le doute nous amène à douter de ce qui est positif, on sait que derrière ça, quelle est la part de positif que je n'ai pas encore vue et peut-être qui peut m'amener vers une autre direction ou peut-être vers la même direction mais en la renforçant. Et je me suis rendu compte que dans ma vie, à chaque fois que j'ai douté, justement, quand je suis parti, parce que c'est vrai que quand tu as toute ta famille un peu qui te dit l'inverse, tu devrais pas y aller, etc., tu peux douter. Mais au fond de moi, je me suis dit, tiens, quel est le positif dans ce doute? Qu'est-ce qui va m'apporter? Qu'est-ce que cette situation va m'apporter? Des découvertes, plus me focaliser sur moi-même, une rencontre encore avec moi-même plus précise, plus affinée. Donc tu vois, et c'est ça qui m'a fait déterminer dans la vie quelles sont les différentes façons que nous avons pour faire notre choix, pour prendre les décisions. Soit il y a celle où on prend notre décision par peur d'eux, et il y a la façon de prendre nos décisions par joie d'eux. Est-ce que je veux me mettre en couple par peur d'eux, par manque d'eux, par frustration d'eux, ou est-ce que je veux me mettre en couple par joie d'eux, par plein d'eux? Tu vois ce que je veux dire? Par élan d'eux. Par élan d'eux. Après, chacun mettra tous ses mots, tu vois, c'est ça qui est beau. C'est très intéressant. Et c'est ça. Et à chaque fois, parce que au-delà de l'action, il y a l'intention. L'intention est la mère du bonheur, à un certain niveau. Parce que l'intention définit la nature des choix, de l'action. Et la dynamique. Tu peux le faire avec une intention pure, une joie, un désir d'évolution, un désir de bien-être, de compassion. Et la nature de cette action va porter ses fruits. Ouais. À court ou moyen terme, c'est ce qu'on appelle les lois du karma notamment, mais une intention aussi néfaste. Même si l'acte peut paraître séduisant, si l'intention est malsaine, les fruits seront attachés par rapport à l'intention, pas par rapport à l'action. Donc bien sûr que c'est dur de ne pas être le ballon de football des opinions des autres, de ne pas être le ballon de football des émotions des autres, je dirais des fois, de nos émotions aussi, et de nos propres opinions qu'on a vis-à-vis des autres. Donc tout ça, c'est à observer, à découvrir. Alors moi, plusieurs choses me viennent. Déjà, l'idée que nous n'appartenons à personne et finalement, la plus grande obéissance que l'on doit, c'est peut-être l'obéissance divine. L'obéissance, justement, tu parlais de ces intuitions, à ce que la vie nous propose de vivre, et quand elle nous envoie des messages aussi forts que sont les profondes intuitions d'existence, il faut les suivre. Donc moi, j'ai un peu cet aspect de je suis une rebelle, c'est pas les autres qui vont finalement me forcer à leur obéir, mais c'est plutôt la seule personne à qui j'obéis, c'est la vie. Et puis autre chose aussi, de se rappeler tout le temps que les autres ne parlent que de leur dynamique intérieure, ne parlent que d'eux-mêmes en fait, quand ils parlent de finalement là dans ton cas de ta famille, sûrement que parce qu'elle n'était pas dans ce même cheminement, parce que même si c'est ta famille, ils ne sont pas toi. Oui. Je pense que ça les heurtait peut-être dans quelque chose que eux-mêmes n'avaient pas conscientisé ou n'étaient pas en quête d'eux. En quête d'eux, je pense que c'est le bon terme. Voilà, c'était pas leur choix, c'était pas leur choix de vie, c'était le tien. Et finalement, quand les autres se heurtent comme ça à nos choix et presque tentent de nous influencer à ne pas les prendre, eh bien, ça peut être
sais, ça peut être positif de prendre ce recul et de se dire, finalement, là, les gens qui me mettent un peu des bâtons dans les roues, c'est des gens qui m'aiment, donc déjà ils le font par amour, ils le font par sûrement peur pour nous, par instinct de protection. Exactement, hein, c'est pas négatif tout ça. Mais ils parlent d'eux-mêmes en fait, et dans la vie en général, et même comme je le disais tout à l'heure, quand on arrive à s'affirmer et même justement donc se retrouver parfois face à des opinions et des personnes qui vont pas être d'accord avec nous, qui vont remettre en question nos choix. Eh bien voilà, ces gens-là, c'est leur parcours à eux. Et même quand on se retrouve confronté à des gens, moi je pense que vraiment s'affirmer, c'est accepter aussi qu'il y ait des gens avec qui ça puisse ne pas le faire. Et bien c'est sûr. Pas dire qu'on n'est pas dans la bienveillance et qu'on n'est pas presque dans une fraternité d'humanité. On est dans une fraternité. On a des frères et des sœurs humains tout bien autour sûr. De nous. Mais voilà, comme dans une fratrie, il y en a avec qui on a plus de liens que d'autres. Il y en a certains avec qui on se comprend mieux qu'avec d'autres. Et je crois qu'on doit tous tendre à ça. Donc en effet, ça demande de la sagesse. Oui, de la sagesse. Et aussi, faire la différence entre les opinions et les conseils. Ne pas être le ballon de football des opinions des autres ne veut pas dire de ne pas prendre les conseils des autres. Tout à fait. C'est ça. Des fois, on confond les deux. C'est quelqu'un a sa vision. Et si tu te mets dans un cinéma, toi, tu es la caméra qui projette le film sur l'écran, et c'est ta vie que tu projettes. Donc, dans la bobine, en fin de compte, tout est dedans. Ton passé, ton présent, ton futur. Et si tu es intuitif, tu peux aller voir ce qui va se passer dans le futur. Tu sais un petit peu vers quoi tu dois te diriger pour compléter. Maintenant, les autres personnes ne sont que elles dans la salle. Elles regardent l'écran. Donc, elles peuvent te regarder ou expérimenter ta vie qu'à travers les images qui sont projetées. Donc, les conseils, les opinions qu'elles vont donner, c'est par rapport à une vision restreinte. Tout à fait. Et c'est ça, c'est important de se réapproprier notre vie dans le bon sens du terme. Après, on est assujetti. Alors bien sûr, les opinions, il y en a plein. La société a des préjugés, la société, les gens ont des préjugés aussi. Ils ont des comportements, on a des règles. Mais après, ça ne veut pas dire de ne pas dire, oui, tiens, je prends conscience que dans cette société, il y a des codes, et consciemment, volontairement, j'adhère à ces codes. Mais ça, c'est un choix. C'est pas, voilà, c'est un choix. Et c'est important d'avoir ce discernement. C'est ce discernement qui fait la différence. Et en tout cas, pour moi, c'était, Nathalie, un point dans ma vie très important, cette clé de sagesse, cette histoire. Ce conte a été un point très important parce que, effectivement, quand on est né dans une famille de 8 enfants, 6 sœurs et un frère. Ça, c'est trop fort. C'est fort, c'est très très fort. Et je les remercierai jamais assez de tout l'amour qu'ils m'ont apporté une fois de plus. Mais à la fois, quand on est le dernier, il faut arriver à se faire une place. Par rapport à plein de choix, par rapport à plein de décisions. Et c'est vrai que des fois, ce point a été très important pour moi dans ma vie de tous les jours, parce que je me suis dit, à chaque fois, ça a été un beau cadeau, justement, cette vie qu'on m'a donnée, pour me dire, tiens, et au plus profond de toi, qu'est-ce que ta conscience te dit ? Quelle est l'intuition, quel est le soi qui te donne le message, et est-ce que tu es en contact avec ce soi ? Puis finalement, là, ce que tu évoques, c'est la question de la confiance. Je pense que ce qui est latent, c'est le manque de confiance. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes, même pour savoir ce qu'ils doivent porter chaque matin, ont besoin de l'avis des autres ? C'est parce que finalement, ils n'ont pas confiance en leur propre choix. Exactement. Mais des choix aussi futiles du quotidien comme des grands choix importants. Alors comme tu dis, demander conseil, je pense que c'est important. Je pense qu'on doit aussi peut-être pas disperser la demande de conseil. On a quelques personnes dans nos vies. Et surtout, est-ce qu'on est prêt à écouter ces conseils ? Voilà, est-ce qu'on est prêt à les Parce entendre ? Parce que des fois on pose des questions et on n'est pas prêt à attendre la réponse. Tout à fait. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelques personnes, et même d'ailleurs, c'est pas forcément les gens qui ont été les plus proches de nous. Parfois, c'est une personne que l'on a rencontrée via une sphère ou une autre, et avec qui on sent que le dialogue va pouvoir être constructif. Parce que cette personne a un regard déjà tout neuf. Tu vois, elle n'est pas enclin à revenir sur le passé, ce qui s'est. Tu vois, donc sa mémoire n'est pas déjà formatée, altérée par. Et enfermé même, exactement, parce que on parlait de la contradiction et du paradoxe. Nous sommes des êtres de paradoxe et nous sommes contradictoires dans le sens où, je suis sûr que toi comme moi, on a tenu des discours il y a quelque temps qu'on tiendrait plus aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, je suis la reine de ça. Et j'avais une amie d'enfance qui me disait souvent, mais qu'est-ce que t'es contradictoire ? Parce qu'il y a encore quelques mois, tu me disais l'inverse. Et finalement, j'ai pris ça comme
comme presque un défaut. Je me suis dit mais mince, alors moi je suis quelqu'un de contradictoire. Et puis quand j'ai commencé à cheminer spirituellement, je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est le mouvement. Tu te laisses pénétrer par la vie, la vie va me faire changer d'avis, et j'adore maintenant que la vie me fasse changer d'avis. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est important, c'est justement lorsqu'on tient une position, c'est de se dire que peut-être que cette position, je la tiendrai peut-être un certain temps, le temps que je perçoive l'essence de cette position, mais que demain, je pourrai en changer. Et avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture du cœur en disant, demain, ça sera peut-être autre chose. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre la sagesse et des dogmes, des doctrines, où les dogmes et les doctrines sont imposés, et tu crois ad vitam aeternam. La sagesse, la spiritualité, c'est autre chose. C'est plus fin. C'est plus expérientiel. C'est-à-dire que tu sais qu'en fin de compte, tu ne sais pas. Et c'est ça le plus beau. C'est quand tu sais que tu ne sais pas. Écoute, c'est un super mot de conclusion, mon cher Stéphane. Alors, avant de se quitter, il y a plusieurs choses qu'on va quand même transmettre aux auditeurs. Oui. Puisque ça, c'est un projet dont on a déjà parlé à l'occasion de notre émission, mais qui te tient énormément à cœur. Oui, et donc, on a aussi à cœur d'en parler aujourd'hui. C'est le Happiness Tour, où donc il y a plusieurs dates de tournée, mais il y a une tournée française qui s'organise à partir d'avril prochain. Et donc, tous les bénéfices seront reversés à l'association Pige. On avait eu l'occasion de rencontrer 3 jeunes garçons avec qui on a passé un super moment, qui nous ont parlé de leur expérience de la méditation. Voilà, c'était super. D'ailleurs, vous pouvez réécouter cette émission qui est en podcast. Donc, il y a un site internet qui va arriver, c'est ce que tu me disais. Oui, exactement. Un site internet où il y aura toute la tournée. Donc, rappelle-nous nos partenaires. Cette tournée Happiness Tour. Alors, l'idée, c'est simple. On était avec quelques partenaires et puis on se disait, mais voilà, effectivement, il y a la morosité, il y a des choses dures dans la vie. En France, on a traversé, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses belles. Pourquoi ne pas faire un happiness tour? Apporter un tour où les gens rient, apprennent de la sagesse, dansent, chantent. Et c'était vraiment l'objectif. Alors avec, par exemple, l'association Une Image, la structure sensorielle, plus Art de Vivre France International. Et bien sûr, aussi, merci aussi à Radio Médecine Douce de nous accompagner dedans. Alors, on a fait cette tournée qui va avoir 8 dates. Du 14 avril jusqu'à la fin juin. Il va y avoir un concert de bienfaisance, un concert sagesse, où je serai avec une de mes artistes violonistes, Ludivine. Et les gens vont chanter avec nous. C'est un concert 2.0. C'est une nouvelle façon de faire un concert où les gens sont partie prenante. On chante ensemble. On danse aussi, si l'espace nous le permet. Et puis, le week-end, c'est un stage happiness. Donc, Happiness Programme de l'art de vivre, où on apprend ces techniques de méditation, de Sudarshan Kriya, apprendre toutes ces techniques de bien-être et aussi des processus interactifs. Donc, le vendredi soir, le concert, samedi après-midi, dimanche toute la journée, le stage. Donc, dans 8 villes. Alors ça commence à Paris le vendredi 14 avril et tu le disais, ça se termine, j'allais dire Monaco, mais non, puisqu'il y a d'autres dates qui se sont rajoutées. Oui. Alors peut-être qu'on va vous les citer, mais je pense que oui, le mieux c'est qu'il y aura du temps d'ici là, parce que c'est pas demain, mais bon, ça va passer vite quand même. On vous donnera à l'occasion de notre émission Sagesse de la rentrée peut-être un site internet si là, à ce moment-là, voilà, le site est disponible. Une super initiative. Je pense que les gens vont s'éclater et c'est en effet une manière aussi, en appelant ça Happiness Tour, de pouvoir peut-être toucher des gens qui, quand ils entendent encore le mot méditation, voire Sudarshan Kriya, alors là ils doivent se dire c'est quoi ce truc. On avait fait une belle émission dessus. Ils peuvent aller sur l'émission. Voilà, exactement. On l'explique très clairement. Mais en tout cas, de le rendre accessible. Oui. Donc très on aura accessible. toutes les infos très prochainement. Et puis on se disait aussi avec Stéphane que s'il y avait d'autres villes en France, mais même pas qu'en France et ailleurs, si vous souhaitez accueillir le Happiness Tour près de chez vous, exactement. Bien, welcome. Voilà. Alors les villes déjà qui sont choisies, tu as la liste, Nathalie. Si on peut nommer au moins les villes. Paris, Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier, Lyon, Monaco. Et Nîmes. Voilà. Merci Nathalie. Merci mon cher Stéphane. Alors, une petite annonce, c'est les fêtes de fin d'année. Si vous avez besoin d'un cadeau, vous pouvez toujours aller sur mon site internet stéphanehero.com pour commander un album sagesse. Si vous voulez l'offrir. Si vous voulez l'offrir. Donc www.stéphanehero, tout attaché. Nathalie, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci ainsi beaucoup. Qu'aux auditeurs auditrices. Passez un bon Noël, de bonnes fêtes. C'est une période que j'adore.
C'est une période vraiment pour moi qui apporte plein de féerie. Si on garde encore cette pureté du cœur, donc profitons-en bien. Aimons-nous. On vous embrasse, chers auditeurs. Merci Nathalie.